Vous écoutez Vincent vu par ses amis, issu de l'épisode S313 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 janvier 2022. Cette émission vous est présentée en partenariat avec Epson, fournisseur d'imprimantes photo grand format et de Minilab à destination des professionnels et des amoureux des beaux tirages papier. Nous sommes toujours avec le photographe Vincent Munier pour une grande émission au coin du feu. Vincent, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui te sont proches et leur avons demandé de nous raconter une petite anecdote te concernant ou de te laisser un petit message. On te propose de découvrir ces témoignages avec nous et de voir si tu arrives à reconnaître leurs auteurs. Est-ce que tu as bien compris ? Oui, très bien. Très bien. On commence par le premier témoignage. Il y a quelques années, j'ai donc commis un roman qui est un récit profondément, une fiction profondément écolo dans ses valeurs, qui est un roman d'ailleurs qui est préfacé par Cyril Dion. Et ce roman qui est totalement une fiction qui se passe dans la vallée de la Clarée, donc à Névache, donc dans une vallée où mon cœur bat particulièrement fort. À un moment, mon héroïne qui s'appelle Anna, qui essaye de retrouver son chemin, qui est un peu paumé et qui essaye de retrouver son chemin au sens figuré du terme et qui adore la montagne, se retrouve à gravir une voie d'escalade sur les falaises qui sont ces falaises proches des écrins. Et à un moment, elle passe à côté d'un gars qui est là et qui observe avec attention depuis plusieurs jours des gypaètes qui sont censés avoir des oisillons à l'envol sous peu. Et donc, elle passe et elle découvre que ce photographe qui est là, sous sa tente, c'est Vincent Munier. Et en fait, il se passe une scène que je ne vais pas raconter ici, mais qui est une scène profondément sympathique, chaleureuse, pleine d'émotions, parce qu'elle-même va avoir un problème en grimpant dans cette voie un peu compliquée. Et puis, celui qui va se retrouver au bas de la falaise en lui disant « mais ça va » et qui lui-même ne sait pas grimper dans la falaise, c'est Vincent Munier. Et donc, il y a un petit moment assez intime entre les deux personnages. Et j'avais envoyé ce texte à Vincent en lui disant « Écoute, j'ai voulu te faire un clin d'œil qui était une forme d'hommage aussi à ton travail, en t'intégrant comme étant l'un des seuls personnages non de fiction, même s'il était dans une situation fictionnée un peu. Et du coup, voilà, c'était juste l'occasion d'un clin d'œil d'écrivain à Vincent. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Alors Vincent, tu reconnais ? Oui, bien sûr. Éric de Kernel, super. Ah ouais, bien sûr. Ouais, qui est aussi très engagé et qui dans la protection de la nature, en plus de son talent d'écrivain. Et non, mais ça fait plaisir. Évidemment, il dirige Terre Sauvage depuis des années. Et on se connaît depuis longtemps. Génial. Et là, il fait référence à l'ouvrage Mon cœur contre la terre. Mon cœur contre la terre. Et on peut aussi lire actuellement en librairie Les Jardins de Zagarande chez Flammarion. Allez, on continue avec un second témoignage. Vincent, alors, donc je suis désolé, mais j'ai une petite anecdote à ton sujet. On va découvrir que, en fait, lorsque tu étais jeune photographe, tu devais avoir à peu près 14 ans, tu étais vraiment prêt à tout pour réussir la meilleure photo, très déterminé. Alors, on était en Écosse en voyage avec tes parents et ton frère, et puis on trouve un super coin avec un plongeon catamaran sur un petit plan d'eau. Et on se dit, super plan pour faire des photos. Et juste après, on rencontre un ami photographe originaire de notre région et on lui raconte un petit peu, on partage l'information. Et puis il nous demande si le lendemain il peut aller faire un affût. Alors on n'ose pas refuser, évidemment. Et on se quitte. Et puis dans la journée, puis le soir, on voit que Vincent était un peu contrarié. Et tu nous dis, mais vous vous rendez pas compte, on va le laisser tout seul à l'affût, là on ne sera pas avec lui et il va peut-être faire des super photos, des super images et nous on ne sera pas avec. Ah là 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 là. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et en fait, cet été, c'était en 1990, et en Écosse, c'était incroyable. Il y avait du soleil tous les jours. On s'est dit, il faudrait qu'il pleuve, quoi. Et puis on s'est dit, allons-y, on va faire la danse de la pluie. Alors on y va. Je crois qu'on avait fait un petit feu le soir. Alors on tourne autour du feu et on fait la danse de la pluie. Et puis en fait, ça a marché. Le lendemain matin, le grand déluge, un temps affreux.
Et bien, on était tout contents. Et puis, ça a marché. Et puis, quelques jours plus tard, on retrouve notre ami et puis on lui demande alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait des belles photos. Et, il dit, écoutez, c'est pas de chance quand même ici. Il y a plus, j'ai rien pu faire. Il était complètement dépité, quoi. Ben alors, on avait réussi notre coup et puis nous, on rigolait dans nos moustaches, quoi. En fait, donc, ce que je vous ai raconté là, c'est une histoire véridique, hein. Vincent, tu pourras attester, confirmer. Par contre, la seule chose qui n'est pas vraiment réelle, c'est que Vincent n'est pas du tout le personnage impitoyable qu'on pourrait croire qui voudrait écarter les concurrents. Voilà, Vincent, c'est un chic type et je suis content de te rappeler cette petite histoire qu'on a vécue ensemble. J'ai une autre petite question subsidiaire. Ça va suivre, l'histoire suivra. Est-ce que tu te rappelles, lors de notre premier voyage au Tibet, donc il y a plus de 10 ans, on est partis tous les deux, enfin, c'est toi qui m'as emmené, et puis est-ce que tu te rappelles de la première espèce de la faune tibétaine qu'on a vue donc ensemble et que tu as photographiée? Voilà, je te laisse réfléchir, et si tu ne trouves pas, on te donnera quelques indices complémentaires, et puis après, ce sera à toi de raconter l'histoire complète. Allez, à toi de jouer. Ah bah dis donc, dites-moi, là, vous avez un échantillon du bon accent vosgien, mon ami Jean-Marie. Excellent, excellent. Ah, par contre, pour répondre à sa question, alors là, je crois pas, ou alors c'est première espèce. Alors je crois qu'il faisait référence à un animal urbain, mais je pense que ça doit rejoindre une blague entre vous. Le pigeon? Non. Alors, je me souviens plus, je vais revoir avec lui. Mais c'est vrai que c'est un ami forestier de longue date et qui, mon père était naturaliste écolo de l'époque, dans les années 70. Et donc, lui, il est venu nous voir. Moi, j'étais tout gamin, hein, et il voulait s'investir dans la protection de la nature. Il est venu nous amener un balbuzard pêcheur, un oiseau qui s'était fait électrocuter. Et il voulait porter plainte et contre DF, parce que c'était dramatique, un rapace aussi incroyable que le balbuzard pêcheur. Donc et c'est comme ça qu'on a lié amitié, et maintenant c'est devenu un peu comme mon frère, mon second frère. Donc je l'ai emmené en effet 2 fois avec moi au Tibet. Ouais. D'excellentes conditions physiques. C'était mon Kyang. Kyang, c'est l'âne de là-bas. C'est comme ça que je l'appelais. Parce qu'il porte beaucoup. Mon Sherpa, voilà, il a une bonne capacité physique, il m'aide à porter les trépieds, hein, et le matos, la bouffe quand on partait là-bas. Génial, merci. Hein. Et c'est pas fini, on continue avec un 3e témoignage, une autre resta de la photo animalière française. Il y a beaucoup de photographes qui photographient la beauté de la nature, ou d'autres qui nous montrent les horreurs de la nature. Et tout ça, on nous dit que ça a valeur de témoignage. Mais je sais aussi, parce que je partage cette idée et ce sentiment, que ton moteur qui te pousse à aller faire ces photos, c'est pas forcément la volonté de témoigner. En tout cas, c'est pas cela qui t'a poussé sans doute à tes débuts. Et que c'est simplement de vivre au cœur de cette nature sauvage, peut-être le premier moteur de tout ça. Et que c'est peut-être pour ça qu'au final, tes photos plaisent tant. C'est parce que t'es peut-être pas omnubilé par partager et montrer ces beautés, mais simplement emporté par ces mystères. Qu'en somme, ce qui compte le plus, c'est moins la beauté de la nature que ces mystères, et que c'est cela qui est le plus inspirant. Et que peut-être, même si c'est moins concret, c'est cela que l'on voit sur tes photos, les mystères. Alors j'en viens du coup à ma question. Est-ce qu'il t'est arrivé déjà, une fois dans ta vie, de renoncer à faire une photo pour précisément faire durer plus longtemps le mystère, ou entretenir ce mystère? On voyage avec vos témoignages, là. On est dans le sud.
Là, on l'a avec ouais, Laurent notre Balesta, ami, le grand mon ami photographe. Laurent Balesta, Oui. évidemment. Ouais, non, mais ça fait plaisir d'entendre. Et puis je crois que on a quand même fait 3 mois ensemble en Antarctique. On se connaît bien, on a beaucoup de respect mutuel pour nos travaux. Et oui, c'est vraiment un ami et lui aussi un possédé dans son domaine, évidemment. Et je pense qu'il a raison, parce que souvent, on dit, voilà, on va faire, voilà, on fait ces images voilà, on se lance enfin, comment dire, défendre une cause et tout. Oui, c'est sûr. Mais avant tout, je pense que lui, il est un peu dans le même schéma. C'est notre vie, quoi. On est tombé dedans étant gamin et on peut pas faire autrement. Et la photo, on la fait pas obligatoirement pour les autres. En tout cas, moi, non, il a raison. C'est un peu égoïste, hein, mais évidemment que je suis ravi parce que de la partager, encore plus quand on a des retours, comme on le disait au début d'émission, avec des retours assez incroyables par rapport aux spectateurs, aux gens qui regardent nos images. Et on se dit que ouais, c'est génial. Mais même s'il n'y avait pas ça, finalement, je serais là, je serais sur le terrain, je serais avec mes jumelles, je serais à bivouaquer sous mes sapins, dans la neige, à tirer mon traîneau. Parce que c'est ça, c'est vraiment ma vie. Et avant tout. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui me différencie. Moi, souvent je dis ça, j'ai pas une démarche de professionnel, il n'y a rien qui est bien établi, bien organisé. Enfin, organisé, je m'entends. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est planifié sur plusieurs années au niveau des expositions, au niveau des livres. Tout, je marche un peu à l'instinct, je marche un peu comment dire, comme un amateur aussi. Je saisis des opportunités, je suis mon instinct au feeling, vraiment. C'est vraiment ça. Et pour répondre à sa question précise là, de Laurent, est-ce que m'est arrivé mais oui, ça m'arrive de laisser le boîtier évidemment de côté et de vivre la scène sans la photographier. Ça m'arrive souvent. Encore tout à l'heure, vous avez vu, j'étais en retard. Il y avait des lumières fantastiques. C'était grandiose il y a quelques heures. Hein, c'est pour ça que je suis encore désolé du retard. Mais c'était fabuleux, des lumières et en fait, ce que j'ai jamais même connu dans les Vosges. À chaque fois, tout est différent. Et là, je me suis arrêté. Tu fais pas de photos et tu savoures. C'est extraordinaire. Et encore un autre moment, il me parlait. Il y en a plein. Mon premier loup, j'ai pas pu le photographier. C'était pas possible. J'étais trop ému, quoi. C'était pas. Je voulais pas gâcher ce moment avec un appareil photo. Donc oui, ça m'arrive. Ça fait penser à la scène, pour ceux qui l'ont vu, du film Walter Mitty, où t'as Sean Penn qui incarne un photographe. Qui incarne toi, en fait. Du National Geo. Ouais, en fait, il a dû s'inspirer de toi, forcément. Il est sur les hauts plateaux, d'ailleurs, hein, sûrement du Tibet, et il est à la recherche de la panthère des neiges, qu'on appelle en anglais The Ghost Cat, le chat fantôme, et qu'il se refuse un moment à photographier pour aller jouer au foot avec des gosses et profiter du moment. Enfin voilà, c'est une belle scène qui résume bien tout ça. Allez, on continue avec un 4e témoignage. Salut Vincent. Bon, ça fait quelque temps qu'on se connaît maintenant. Tu sais à quel point je suis obsédé par les expressions sonores de la nature. Et je sais aussi, de mon côté, à quel point tu y es sensible également, de même qu'à la qualité des silences. Et donc ma question, forcément, est en lien avec ça, tu imagines bien. Tu nous as souvent raconté ta première grande émotion avec un appareil photo dans la nature, quand tu étais enfant. Mais est-ce que tu te souviens de ta première grande émotion liée à un son dans la nature ? Et si tu ne t'en souviens pas, bon, c'est pas évident, hein, j'avoue que de mon côté, j'en ai pas vraiment un souvenir très, très net. Si tu ne t'en souviens pas, peux-tu nous raconter, je sais pas, une expérience sonore qui t'a particulièrement marquée, qu'elle soit vécue dans nos belles forêts vosgiennes ou ailleurs ? Génial, Marc Namblard. Ça fait plaisir parce qu'en effet, si le son il est aussi bon dans ce film, c'est aussi grâce à ses conseils, parce qu'il m'a conseillé sur le matériel à prendre, à utiliser là-bas, et ces micros qu'on plaçait judicieusement dans certains endroits et qu'on laissait pendant une nuit ou une journée. Et donc vraiment, Marc m'a beaucoup, qui est audio-naturaliste évidemment, m'a vraiment bien conseillé. Et je suis de plus en plus passionné par le son. Et là, j'ai
les 2 jeux de micro, j'arrête pas d'en faire. Et donc, ouais, un mec super. Et donc, tout ça pour dire que, pour répondre à sa question, oui, les sons, je vous parlais de tous les sens qui sont en éveil, c'est l'un des premiers, hein, c'est ça, hein, même avant l'odorat, et parfois même souvent, même avant la vue, c'est les sons. C'est les sons, et alors ils sont nombreux, alors aussi, c'est difficile. Moi, j'ai le souvenir, étant gamin, j'étais avec mon ami avec qui je faisais des affûts, Benoît Paluzinski, un copain, et on rêvait de voir certains oiseaux qu'on voyait dans les guides naturalistes, et c'était la huppe faciée. C'est un oiseau tout brun qui fait très africain, avec une huppe incroyable qui peut être en érection de temps en temps quand elle chante souvent. Et donc là, j'ai le souvenir vraiment de ce côté, ce moment euphorique quand on l'a entendu tous les deux. On était sur un étang au bord de la Moselle, où on allait souvent, gamin, observer les oiseaux, et on a entendu ce petit oup 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 qui nous disait qu'elle était là, qu'elle revenait d'Afrique. On l'avait jamais vu, cet oiseau. Et donc là, on s'est regardé, on s'est vraiment sauté dans les bras. Et elle était là, et on l'a vu quelques temps après, quand on l'a vu 10 minutes, un quart d'heure, notre première huppe faciée. Ça, c'était fascinant. Mais ça, j'en ai plein. Un autre souvenir incroyable avec le son, c'était en Scandinavie. Il y a un phénomène d'écho qui est fabuleux, et un des plus beaux sons de nature, c'est le chant du plongeon arctique. Et là-bas, j'y allais souvent au mois de juillet, août. Donc là-haut, t'as pas de nuit, hein, t'as le soleil de minuit justement. Donc et t'as pas un bruit. Et quand t'as le plongeon qui fait sa parade, il y a un phénomène d'écho. C'est comme une grande plainte dans la Laponie, dans la taïga. C'est extraordinaire. Donc là, ça te met le poil. T'as des frissons incroyables. Donc ça, c'est aussi des sons de folie. Après, évidemment, t'as des souffles d'ours. J'ai plein de mémoires, de sons en mémoire qui sont d'une puissance et d'une force énorme. Mon premier loup qui chante, évidemment, ça c'est juste fabuleux, c'est énorme, t'en pleures. Ouais, donc non, c'est tellement important tout ça. Mais c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce film, c'est vraiment ça aussi, c'est toute la subtilité de son nature, et ça c'est une force, ouais. Et à lire et écouter La Nuit du Cerf, que tu as réalisé avec Marc Namblard aux éditions Kobalan. Allez, on continue avec un avant-dernier témoignage d'un ami du podcast Faut pas pousser les ISO. J'ai une immense admiration pour mon cher ami Vincent. Tout d'abord, sur le plan photographique, ce sont des images absolument merveilleuses. Qui inspire, dans lequel le regard se perd, que des images dont on peut s'imprégner pendant longtemps, qui transforment votre regard de photographe, votre vision du monde, et qui redonnent confiance dans la beauté de la part sauvage du monde, la beauté de la nature, la beauté de l'être humain qui regarde cette nature. Et aussi une profonde admiration pour Vincent en tant que personne, sa qualité humaine, sa modestie, sa gentillesse, son amitié des plus fiables, et donc autant de qualités éminemment appréciables. J'ai passé d'excellents moments avec Vincent dans sa retraite montagnarde des Vosges. J'ai participé à l'exposition dans la forêt, les Sentiers des Vosges, du toit des Vosges au toit du monde, de l'Himalaya. Et nous avons fait une mémorable excursion un matin très tôt avant l'aube dans 2 montgolfières, dont l'une pilotée par son papa, qui lui a appris aussi la photographie, lui a donné le goût de la nature sauvage, et qui s'est terminé par un épisode assez cocasse où nous avons atterri donc un dimanche matin vers 8h sur la place d'un tout petit village. Les gens qui ouvraient les volets étaient absolument stupéfiés de voir cette montgolfière sous leurs fenêtres. Donc d'excellents moments, et j'espère qu'ils se renouvelleront. Et encore une fois, toute mon amitié et mon admiration à Vincent. Mathieu Ricard, évidemment, c'est touchant, merci. Ouais, c'est touchant. Écoutez, Mathieu, à chaque fois qu'on se revoit, et c'est des grandes embrassades, c'est
quel sourire et quel apaisement quand on le rencontre. Et puis, il a ce regard toujours de l'éternel gamin. Je trouve ça vraiment génial. Il est super enthousiaste, il est passionné devant plein de choses. Il s'émerveille aussi devant des choses toutes simples. Et ça, c'est tellement beau et ça manque tellement. Et ça, je pense que c'est c'est de sa force et grâce aussi à son travail, à sa spiritualité, bien sûr. Mais c'est de rester émerveillé en permanence. C'est son credo à Mathieu. Et il a raison. On a besoin de ça. On en manque cruellement de cet émerveillement qui nous nourrit. Donc, oui, merci. Et puis, voilà, on parle de photos avec lui, c'est pareil. C'est quel enthousiasme. Il est vraiment passionnant. On a ce projet de faire un peu de terre ensemble. On aimerait bien, même si les voyages se réduisent en ce moment, mais on a ce projet, quoi. On aimerait être sur le terrain, pourquoi pas dans son ermitage là-bas en Népal. On va voir. Ben, merci en tout cas. Allez, et un petit dernier pour la route. Là, j'aborde un sujet beaucoup plus délicat, beaucoup plus sensible sans doute. Mais je crois qu'il faut le faire, il faut percer l'abcès, il faut que ceux qui parlent sans savoir se taisent, il faut que ceux qui te soutiennent soient rassurés. Voilà, il y a une rumeur, et tant pis si je mets les pieds dans le plat, il y a une rumeur qui prétend que tu aurais eu le mal de mer lors d'une traversée entre l'Australie et l'Antarctique, dans des conditions de mer un petit peu fortes, on va dire. Et voilà, je crois qu'il faut dire la vérité sur ce sujet. Cette histoire de mal de mer dans les hautes latitudes. Voilà, ne me remercie pas. Je suis sûr que tu seras soulagé une fois que tu auras répondu à cette question. À bientôt l'ami. Écoute Vincent, si jamais on fait une émission avec Laurent, tu pourras lui rendre l'appareil. Ah mais c'est prévu bientôt. Le filou, tout ça parce que, en effet, c'est vrai que j'ai fait la bêtise surtout quand on était une équipe de 11 mecs sur le bateau, 11 jours dans une tempête pas possible, mais le premier jour j'ai mis mon patch, et j'ai mis un patch, et j'ai été la risée de l'équipe des plongeurs, là, mais je l'ai enlevé le lendemain, et tout s'est bien passé, mais quelle erreur! Et voilà, donc maintenant ça va me... C'est un filou ce Ballesta. Bon, en tout cas, merci beaucoup Vincent pour toutes tes réactions. Merci à vous en tout cas pour ces chouettes témoignages. Vraiment, c'est très sympathique de votre part. Merci.